La troupe du libre arbitre présente n'en resta plus aucune. Dans le coin-fenêtre d'un compartiment fumeur de première classe, le juge Wargrave, retraité depuis peu, tirait sur son cigare en parcourant avec intérêt les pages politiques du Times. Posant son journal, il regarda par la vitre et jeta un coup d'œil à sa montre. Encore 2 heures de voyage. Mentalement, il passa en revue tout ce qui avait paru dans la presse au sujet de l'île des Nonnes. Son achat, par un milliardaire américain fanatique de yachting, Elmer Robson, assorti de la description de la luxueuse demeure ultramoderne qu'il avait fait construire. Le fait malencontreux que la toute récente épouse du dit milliardaire n'eut pas le pied marin, entraînant alors sa mise en vente. Puis, son rachat par un certain Mr. Onim, qui avait tenu à la débarrasser de son ancien nom, l'île du Nègre. La rumeur selon laquelle elle avait été acquise en réalité par Gabrielle Turle, la star hollywoodienne, ou bien la famille royale pour y établir ses quartiers d'été, ou encore l'amirauté en vue d'y procéder à des expériences secrètissimes. Pas de doute, l'île des Nonnes faisait vendre de la copie. Le juge Wargrave sortit une lettre de sa poche. L'écriture en était indéchiffrable, mais quelques mots ressortaient çà et là avec une clarté inattendue. Lawrence, très cher. Sans nouvelles de vous depuis tant d'années, absolument venir à l'île des Nonnes. Tant de choses à nous raconter. Et sa correspondante concluait. Bien à vous, Constance Culmington. Constance Culmington est tout à fait le genre de femme à acheter une île et à s'entourer de mystères. Approuvant d'un léger hochement de tête la logique de sa réflexion, le juge Wargrave se mit à dodeliner du chef et s'endormit. Dans le compartiment de 3e classe où s'entassaient 5 autres voyageurs, Vera Claythorne appuya la tête contre le dossier et ferma les yeux. Ce qu'il pouvait faire chaud dans ce train, se retrouver au bord de la mer ne serait pas du luxe. Et sans avoir à s'occuper d'une ribambelle de gosses. Quelle aubaine que d'avoir déniché ce poste de secrétaire temporaire. Même à l'agence, on ne l'avait guère bercé d'espoir. Et puis, la lettre était arrivée. Avec une offre et des instructions de sa nouvelle patronne. Alvina Nancy Onim. Direction l'île des Nonnes. J'ai déjà de la chance d'avoir trouvé ça. Après tout, une enquête judiciaire, ça fait toujours mauvais effet. Même si pour moi, ça s'est terminé par un non-lieu. Le coroner l'avait même félicité pour son courage. Ça n'aurait pas pu se passer mieux. Et Mrs. Hamilton avait été la bonté même. Il n'y avait que Hugo qui n'avait Ne pas penser à Hugo. Soudain, malgré la chaleur qui régnait dans le compartiment, elle frissonna et regretta d'aller à la mer. Une image hantait son esprit. La tête de Cyril et elle, qui nageaient à larges brasses maîtrisées, qui fendaient l'eau. La mer, son bleu chaud et profond. Elle rouvrit les yeux et, sourcils froncés, regarda l'homme qui était assis en face d'elle. Un grand type aux yeux clairs, assez rapproché, à la bouche arrogante, presque cruelle. Je parie qu'il a roulé sa bosse dans des régions peu banales. Et qu'il a vu des choses pas banales non plus. Jugeant d'un coup d'œil oblique la fille qui lui faisait face, Philippe Lombard pensa. Plutôt pas mal. Un rayon maîtresse d'école, hein, peut-être bien. Une fille à qui on ne la fait pas. Une fille capable de jouer le jeu en amour comme à la guerre. Mais il n'était pas là pour faire du rentre-dedans. Ce qu'il fallait, c'était qu'il se concentre sur son boulot. De quoi est-ce qu'il retournait au juste ? Le petit gars s'était montré bougrement mystérieux. Vous ne pouvez pas m'en dire plus ? Non, capitaine Lombard. Nous en resterons là. Mon client sait que vous avez la réputation d'être l'homme des situations hasardeuses. Une fois arrivé sur l'île des Nonnes, vous vous tiendrez à sa disposition. Philippe Lombard n'avait pas pu rechigner. Sanguiner. Quand on n'a plus de quoi manger à tous les repas, dire non n'est pas une option. Et ça va durer combien de temps ? 1 semaine au grand maximum. Il est bien entendu que je n'entreprendrai rien d'illégal.
Si on vous proposait quoi que ce soit d'illégal, il va de soi que vous seriez libre de vous retirer. » Et il avait souri, comme s'il savait très bien que, dans les activités passées de Lombard, la légalité n'avait pas toujours été une condition sine qua non. Raide comme un piquet selon son habitude, Miss Emily Brent était installée dans un compartiment non-fumeur. Elle avait 55 ans et désapprouvait le laisser-aller. La jeune génération était scandaleusement laxiste. Elle aurait volontiers procédé à quelques exécutions pour l'exemple. Elle ne se remémorait pas sans frémir ses vacances de l'année précédente. Mais cet été, ce serait bien différent. Elle repensa à la lettre qu'elle avait déjà lue tant de fois. Un établissement où l'on reçoit une clientèle triée sur le volet et respectueuse de nos vieux codes de civilité. Foin de cet exhibitionnisme éhonté et des horribles gramophones les 3/4 de la nuit. Et tout cela à titre gratuit. Le seul souci, c'est qu'elle n'avait pas réussi à déchiffrer la signature. Alvina Nancy O.N. Tous ces gens qui signent de manière illisible. Sa correspondante affirmait qu'elles avaient sympathisé à la pension Bellhaven. C'est vrai qu'Emily Brent y était allée 2 étés de suite. Et elle se rappelait bien une femme charmante, entre 2 âges, Miss ou Mrs. O'Neary ? Non, Miss Oliver. Oui, c'était bien cela, Oliver. Quoi qu'il en soit, cela me fera toujours des vacances gratuites. Avec ses revenus qui diminuaient et tous les dividendes qu'on ne lui payait pas, ce n'était pas à dédaigner. Si seulement elle arrivait à se souvenir un peu plus de cette Miss Oliver. Le général MacArthur regarda par la vitre de ce compartiment. Le train entrait en gare d'Exeter, où il devait changer. Quelle plaie ces tortillards des lignes secondaires. Cette Onim, il n'avait pas très bien saisi qui c'était. Un ami de Spooflegard apparemment, et de Johnny Dyer. Quelques-uns de vos anciens camarades seront là, auraient plaisir à bavarder du bon vieux temps. Lui aussi, il aurait plaisir à bavarder du bon vieux temps. Depuis un moment, il avait l'impression que ses copains lui battaient froid. Tout ça à cause de cette fichue rumeur. Oh, et puis, inutile de ressasser tout ça. On se fait parfois des idées, on s'imagine qu'on vous regarde de travers. Exeter, et 1 heure d'attente, 1. Et il enrageait de devoir attendre. Il n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver. Le docteur Armstrong traversait la plaine de Salisbury au volant de sa Morris. Il était vanné. Ses journées étaient surchargées. La rançon du succès. Il était donc heureux, en cette matinée d'août, de quitter Londres pour aller passer quelques jours sur une île, au large de la côte du Devon. Des vacances ? Pas exactement. Car si la lettre qu'il avait reçue était formulée en termes assez vagues, le chèque qui l'accompagnait n'avait, lui, rien de vague. Des honoraires époustouflants. Ces onymes doivent rouler sur l'or. Apparemment, il y avait un petit problème. Le mari se faisait du souci pour la santé de sa femme et souhaitait un avis médical sans la paniquer pour autant. Elle ne voulait pas entendre parler de médecin. Les nerfs. Les femmes et leurs nerfs. Malades d'ennui, voilà tout ce qu'elles étaient. Mais ce n'est pas le docteur Armstrong qui vendrait la mèche. Pour réussir en médecine, il fallait seulement savoir ne pas faire de remous. Heureusement que je me suis ressaisie après cette histoire d'il y a 10, 15 ans. J'ai frôlé la catastrophe. Encore un de ces jeunes abrutis qui roulent à tombeau ouvert. Tout en faisant une entrée fracassante dans le village de Mer, Tony Marston pensait « Ah, toujours un traînard pour vous bloquer le passage, mais conduire en Angleterre, c'est à désespérer. Pas comme en France. On peut vraiment lâcher les gaz à fond. » Cette île, on devrait pouvoir s'y amuser, à condition que le temps se maintienne au beau fixe. Mais c'était qui au juste ces onymes ? Sans doute de gros richards puants. Pourvu qu'ils ne mégotent pas sur la boisson. On ne sait jamais avec les nouveaux riches. Dommage que ce ne soit pas Gabriel Turl qui ait acheté l'île des Nonnes, comme le bruit en avait couru. Anthony aurait bien aimé se frotter à l'entourage d'une star. Il embraya dans un vrombissement et fonça en cahotant dans la rue étroite. Les gamins, émerveillés, suivirent sa voiture des yeux. 2 ou 3 jeunes femmes bâillèrent d'admiration devant ce beau gosse, aux cheveux bouclés, au visage bronzé et aux yeux d'un bleu éclatant. Voilà l'effet qu'Anthony Marston était certain de provoquer sur la gente féminine.
Mr. Blur avait pris l'omnibus en provenance de Plymouth. Il n'y avait qu'un autre individu dans son compartiment, un vieux marin qui somnolait. Mr. Blur prenait soigneusement des notes sur son calepin. Le compte était bon. Emily Brent, Vera Claythorne, le Dr Armstrong, Anthony Marsden. Le vieux juge Wargrave, Philippe Lombard, le général MacArthur, le majordome et sa femme, Mr. et Mrs. Rogers. Bon, le boulot devrait être plutôt peinard. Je ne vois pas comment je pourrais cafouiller. Il ne me reste plus qu'à espérer que je n'ai pas la tête de l'emploi. Et il faudra encore me trouver une fausse identité. Le vieux loup de mer se réveilla dans un coin du compartiment. Il va y avoir un grain. Mais non, mon pote. Il fait un temps superbe. Il va y avoir un grain, je le sens. Peut-être que vous avez raison. Le train s'arrêta. Le vieux marin se leva en titubant. C'est là que je descends. Veillez et priez. Veillez et priez. Le jour du jugement est proche. Il dégringola du marchepied et s'effondra sur le quai. Étendu de tout son long, il leva la tête vers Mr. Blur qui voulait l'aider et déclara avec une incommensurable dignité « C'est à vous que je parle, jeune homme. Le jour du jugement est proche. Tout proche. » Le jour du jugement est plus proche pour lui que pour moi. En quoi il se trompait. Un petit groupe de voyageurs quelque peu perdus attendait devant la gare d'Oakbridge. Un taxi approcha. « Vous avez un île des nonnes ?» 4 voix répondirent par l'affirmative. Et aussitôt, les intéressés échangèrent entre eux des coups d'œil furtifs. « Il y a 2 taxis. Il y en a un qui doit rester là, c'est l'affaire de 5 minutes, parce qu'il y a un autre monsieur qui est prévu par le prochain train. Peut-être bien qu'il y en a un de vous que ça ne gênerait pas d'attendre la seconde fournée. » Consciente de ses devoirs de secrétaire, Vera Claythorne se proposa aussitôt. « Allez-y si vous voulez bien. J'attendrai. » Merci, dit sèchement Miss Brent, qui baissa la tête avant de monter dans le taxi. Le juge Wargrave l'imita. Moi, je vais attendre avec Miss... Claythorne. Et moi, c'est Lombard. Philippe Lombard. À l'intérieur, le juge Wargrave déclara à sa voisine, avec toute la prudence inhérente à son ancienne fonction. « C'est un bien beau temps que nous avons là. » Oui, en effet. Très distingué, ce monsieur. De toute évidence, Mrs. ou Mrs. Oliver a d'excellentes relations. Le taxi démarra. « J'espère quand même que ça va durer. Le beau temps, je veux dire. » déclara Vera sur le mode conventionnel. « Nos étés anglais sont si traîtres. » Vous connaissez bien la région ? Sans qui Lombard, non sans un certain manque d'originalité. Non, c'est la première fois que j'y viens. Je n'ai même pas encore vu ma patronne. Votre patronne ? Oui, je suis la secrétaire de Mrs. O'Neill. Ah, je vois. Ce n'est pas un peu inhabituel comme situation ? Oh, non, apparemment sa secrétaire est subitement tombée malade. En fait, je suis follement curieuse de voir l'île des nonnes. Les O'Neill en sont entichés, j'imagine. Racontez-moi, comment sont-ils ? Un peu embêtant cette question. Est-ce que je suis censée les avoir rencontrés ou pas ? Vous avez une guêpe sur le bras ? Non, ne bougez pas. Voilà, elle est partie. Le long sifflement strident d'un train entrant en gare se fit entendre. « Ah, ça doit être le train !» fit Lombard avec originalité. Un vieil homme, grand et d'allure militaire, apparut à la sortie. Vera marcha à sa rencontre. « Je suis la secrétaire de Mrs. O'Neill. Un taxi nous attend. Je vous présente Monsieur Lombard. » « Beau garçon, mais avec un je ne sais trop quoi de panette. » pensa le général MacArthur en souriant aux 2 jeunes gens. Ils montèrent tous les 3 dans le taxi. Je ne connais absolument pas cette partie du Devon. C'est ravissant par ici. Ces collines, cette terre rouge, tout est si vert et luxuriant. C'est un peu encaissé. Personnellement, je préfère les espaces découverts, les endroits où on peut voir ce qui se passe. Vous avez pas mal bourlingué, j'imagine. Oh, j'ai roulé ma bosse, répondit Lombard tout en pensant. Et maintenant, il va me demander si j'étais en âge de faire la guerre. Avec ces anciens combattants, ça ne rate jamais. Mais le général MacArthur ne parla pas de la guerre. L'île des nonnes émergea des flots au sud, illuminée par le soleil couchant. « Elle est bien loin », fit observer Vera, perspicace. Elle se l'était représentée différemment, proche du rivage et couronnée d'une somptueuse maison blanche. Hélas, il n'y avait aucune maison en vue, rien qu'une masse rocheuse.
À la terrasse d'une petite auberge, 3 personnes étaient installées. Il y avait là le vieux juge, silhouette voûtée, Miss Brent, guindée, le buste raide, et un 3e individu, un costaud du genre esbrouffer, qui vint vers eux et se présenta. On s'est dit qu'on ferait aussi bien de vous attendre, histoire de se trouver tous dans le même bateau. Permettez-moi de me présenter. Davis, je m'appelle. Ma ville natale, c'est Natal. En Afrique du Sud. Le juge Wargrave semblait avoir très envie d'ordonner qu'on évacue la salle d'audience. Quant à Miss Emily Brent, elle était manifestement en train de se demander si elle n'exécrait pas, au fond, les coloniaux dans leur ensemble. Ne tardons pas. Notre bonne hôte et notre aimable hôtesse doivent nous attendre. Il aurait pu déceler un étrange malaise chez les autres membres du groupe, comme si le simple fait de mentionner leur hôte avait sur eux un effet paralysant. Un homme se détacha du mur contre lequel il était adossé et vint vers eux. « Vous êtes prêts à partir pour l'île, monsieur, dame ? Le bateau est paré. » Leur guide les conduisit sur une petite jetée de pierre. Un canot à moteur y était amarré. Les invités ne fraternisaient pas encore. Ils avaient tous l'air intrigués les uns par les autres. Ils s'apprêtaient à larguer les amarres quand une voiture dévala le raidillon menant au village. Un jeune homme était au volant, cheveux flottants dans le vent. Il donna un coup de klaxon, rugissement formidable que les rochers de la baie renvoyèrent en écho. Ce fut un instant inouï, un instant pendant lequel Anthony Marston parut transcender le simple mortel. Assis près du moteur, Fred Narracott se disait qu'il s'agissait d'une drôle d'équipe. Il les passa en revue d'un œil impartial. Quel ramassis! Il n'y en avait pas un dans l'eau qui ait quelque chose à voir avec une star de cinéma. Rien à voir avec les relations de l'ancien propriétaire, Elmer Robson. Il n'y avait qu'un seul passager potable dans le canot. Le dernier type, celui qui est arrivé en voiture. Né dans le fric, le beau gosse. Si tous les autres avaient été comme lui, là, d'accord, il aurait compris. Drôle d'histoire, quand on y réfléchissait 2 secondes. Tout ça, c'était bizarre. Très bizarre. Traçant un long sillon d'écume, le canot contourna le rocher. Alors, enfin, la maison apparut, face au sud. Basse, carrée, moderne, une maison sensationnelle, à la mesure de leur attente. Ça ne doit pas être commode d'accoster ici par gros temps, fit observer Philippe Lombard. Par vent de sud-est, il n'y a pas moyen d'aborder l'île des Nonnes. Il y a des fois, elle est coupée de tout pendant 1 semaine et plus. Narracott amarra le canot à un anneau scellé dans le roc. Puis, il leur fit gravir un escalier taillé dans la falaise. Ah, quel coin charmant! Mais le général MacArthur se sentait mal à l'aise. Sacrément bizarre cet endroit. Lorsque les invités débouchèrent sur une terrasse, en haut des marches, leur morale remonta. Sur le pas de la porte les attendait un majordome impeccable, dont la solennité les rassura. « Si vous voulez bien me suivre. » Dans le vaste hall, des boissons les attendaient. Anthony Marston se rasséréna un brin. Il commençait à trouver l'ambiance saumâtre. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mr. O'Neill, fâcheux contretemps, ne pourra pas arriver avant demain. Vos moindres désirs. Qu'importe, puisque question boisson, Anthony Marston n'avait rien à redire. Côté glaçon non plus. Vera avait suivi Mrs. Rogers dans sa chambre à l'étage. « J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut, mademoiselle, » lui dit Mrs. Rogers. « Oui, tout, je crois. » « Vous sonnerez si vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle. » Vera la dévisageait avec curiosité. Elle eût juré parler à un spectre. On dirait qu'elle a peur de son ombre. Je suis la nouvelle secrétaire de Mrs. O'Neill. Vous devez être au courant. Non, mademoiselle, je ne suis au courant de rien. J'ai juste la liste de ces messieurs-dames avec les chambres qui leur sont destinées. Mrs. O'Neill ne vous a pas parlé de moi? Je n'ai pas vu Mrs. O'Neill. Pas encore. Nous ne sommes arrivés qu'avant-hier. Drôle de gens, ces O'Neill. Combien y a-t-il de domestiques? Rien que Rogers et moi, mademoiselle. Vera fronça les sourcils. 8 personnes à demeure. 10 avec l'hôte et l'hôtesse. Et seulement un couple de domestiques pour s'occuper d'eux? Mrs. Rogers tourna les talons. Ses pieds glissèrent sans bruit sur le parquet, et elle sortit de la pièce, silencieuse comme une ombre. L'absence d'Éonyme, la pâle et spectrale Mrs. Rogers, et les invités. Tout cela était un peu bizarre.
Incapable de tenir en place, Vera se leva et se mit à arpenter la pièce. Une chambre parfaite, murs de couleur claire, long miroir encadré d'ampoules. Sur la cheminée, un énorme bloc de marbre blanc en forme d'ours, sculpture moderne, dans laquelle était encastrée une pendule. Au-dessus, dans un étincelant cadre chromé, une grande feuille de parchemin. Un poème. Vera s'approcha de la cheminée pour le lire. 10 petites nonnes s'en furent dîner. L'une d'elles but à s'en étrangler. N'en resta plus que 9. 9 petites nonnes se couchèrent à minuit. L'une d'elles à jamais s'endormit. N'en resta plus que 8. 8 petites nonnes dans le devant étaient allées. L'une d'elles voulut y demeurer. N'en resta plus que 7. 7 petites nonnes fendirent du petit bois. En deux, l'une se coupa, ma foi. N'en resta plus que 6. 6 petites nonnes rêvassaient au rucher. Une abeille, l'une d'elles a piqué. N'en resta plus que 5. 5 petites nonnes étaient avocates à la cour. L'une d'elles finit en haute cour. N'en resta plus que 4. 4 petites nonnes se baignèrent sous la lune. Poissons d'avril goba lune. N'en resta plus que 3. 3 petites nonnes s'en allèrent aux eaux. Un ours de lune fit la peau. N'en resta plus que 2. 2 petites nonnes se dorèrent au soleil. L'une d'elles devint vermeille. N'en resta donc plus qu'une. Une petite nonne se trouva tout esselée. Se pendre, elle s'en est allée. N'en resta plus aucune. Bien sûr, l'île des nonnes. Vera sourit. Mais elle était déçue de ne pas retrouver la comptine sous la bonne vieille forme qu'il avait bercée dans son enfance. Les 10 petits nègres. Pourquoi quiconque avait pu vouloir la changer? Vera avait du mal à comprendre le pouvoir des mots. Elle retourna s'asseoir devant la fenêtre et contempla la mer. Qu'elle était immense, la mer. La mer si paisible aujourd'hui, parfois si cruelle. Non, elle ne voulait pas se souvenir. Elle n'y penserait pas. Tout ça, c'est du passé. Le docteur Armstrong arriva à l'île des Nonnes au moment précis où le soleil s'enfonçait dans la mer. Sur la terrasse, un vieux monsieur auquel le docteur Armstrong trouva un air vaguement familier était assis dans un fauteuil. Où donc avait-il déjà vu cette face de crapaud, ce cou de tortue, ses épaules voûtées? Ah oui! C'est le vieux juge Wargrave. Il avait un jour témoigné devant lui. Sous son air à moitié endormi, il était retors comme ce n'est pas permis. Avec les jurés, il avait la manière. On le disait capable de les retourner comme un gant. Il leur avait ainsi arraché quelques condamnations douteuses. Le pourvoyeur de la potence, comme l'appelaient certains. Drôle d'endroit pour le rencontrer. Armstrong, se dit le juge Wargrave. Je me rappelle l'avoir vu à la barre des témoins, courtois et cauteleux. Tous les médecins sont des imbéciles. Et son esprit s'attarda sans bienveillance sur une récente consultation chez un de ses mielleux personnages. À voix haute, il grogna. Les boissons sont dans le hall. Il faut d'abord que j'aille présenter mes respects au maître et à la maîtresse de maison. Vous n'y parviendrez pas. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a ni maître, ni maîtresse de maison. La situation est pour le moins bizarre. Rogers sortant sur la terrasse, le juge lui demanda. Savez-vous si Constance Culmington est attendue? Rogers le regarda, étonné. Non, monsieur, pas à ma connaissance. Anthony Marston était dans son bain. Il se prélassait dans l'eau fumante. Il ne pensait pas à grand-chose. Anthony était un être de sensation et d'action. Trop tard pour prendre la tangente. Il fit le vide dans son esprit. Un bon bain chaud. Membres courbattus. Tout à l'heure, un coup de rasoir. Un cocktail. Le dîner. Et après? Mr. Blur nouait sa cravate. Il n'était pas très doué pour ce genre de choses. Est-ce qu'il présentait bien? Il le supposait. Personne ne s'était montré précisément cordial avec lui. Curieux, la façon dont ils s'épient les uns les autres. Comme s'ils savaient. C'était à lui de jouer maintenant, et il n'entendait pas bâcler son travail. Sourcils froncés, le général McArthur réfléchissait. Crénom de nom. La situation est bougrement bizarre. Pas du tout ce qu'on m'a laissé espérer. En moins de 2, il trouverait un prétexte pour filer. Au
coup de gong, Philippe Lombard sortit de sa chambre et se dirigea vers l'escalier. Il se déplaçait comme une panthère, sans bruit, avec souplesse. Il souriait dans sa moustache. Une semaine, hein? Je vais en profiter de cette semaine-là. Émilie Brent lisait sa Bible dans sa chambre. Elle remuait les lèvres tout en suivant son texte. Les païens sont précipités dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée. Yahvé a rendu le jugement. Il a lié l'impie dans l'ouvrage de ses mains. L'impie sera livré à l'enfer éternel. Ses lèvres se pincèrent. Elle ferma la Bible. Se levant, elle agrafa à son col une broche ornée d'un quartz jaune et descendit dans la salle à manger. Le dîner touchait à sa fin. Chacun se sentait meilleur moral. On commençait à se parler avec davantage de liberté et de familiarité. Émoustillé par un porte somptueux, le juge Wargrave les amusait par son esprit caustique. Le docteur Armstrong et Tony Marson l'écoutaient. Miss Brent bavardait avec le général MacArthur. Ils s'étaient découverts des amis communs. Vera Claythorne posait à Mr. Davis des questions pas sottes du tout sur l'Afrique du Sud. Mr. Davis était intarissable sur le sujet. Lombard écoutait leur conversation. Soudain, Anthony Marson s'exclama. « Marrant, ces machins, vous ne trouvez pas ?» Au centre de la table ronde, de petites statuettes en porcelaine étaient disposées sur un socle circulaire en verre. « Des nonnes, l'île des nonnes, marrant comme idée. Et elles sont bien jolies. » Je ne trouve pas cela drôle du tout, murmura froidement Miss Brent. Ce ne sont que les marques des bonnes manières et de la piété de nos hôtes. Vera se pencha en avant. Combien y en a-t-il? 10? Ce que c'est drôle. Ce sont sans doute les 10 petites nonnes de la comptine. Dans ma chambre, elle est accrochée dans un cadre au-dessus de la cheminée. Dans la mienne aussi. Et dans la mienne. Tout le monde se fit chorus. C'est amusant, mais c'est dommage d'avoir changé le titre d'origine, vous ne trouvez pas? Ça n'aurait peut-être pas été de très bon goût d'afficher ça partout. Grommela le juge Wargrave en se resservant du porto. Emily Brent regarda Vera Claythorne. Vera Claythorne regarda Emily Brent. Les deux femmes se levèrent. Dans le salon, le clapotis des vagues venues mourir sur les brisants parvenait jusqu'à elle. Tellement reposant ce bruit. Moi je l'ai en horreur. Mrs. Oliver a eu la main heureuse avec ce couple, dit Emily Brent pour tenter de détendre l'atmosphère. La femme cuisine très bien. Oui, Mrs. O'Neill a eu beaucoup de chance en effet. Onim? Vous avez bien dit Onim? Oui. C'est bien la première fois de ma vie que j'entends ce nom-là. Mais pourtant Elle n'acheva pas sa phrase. La porte s'ouvrait. Les hommes venaient les rejoindre. Rogers fermait la marche avec le plateau du café. Ils avaient tous bien dîné. Ils étaient satisfaits d'eux-mêmes et de la vie. C'est alors que Lombard repéra un piano droit dans le coin du salon. Même si ce n'est pas ce qui lui avait été demandé, il ne pouvait s'empêcher d'épater la galerie. Oh, un piano. Vous permettez? Les autres invités l'écoutaient et buvaient leur café en silence. Un silence béat, comblé. Et c'est dans ce silence que s'éleva la voix. Inhumaine, pénétrante. Mesdames et messieurs, silence, je vous prie. Tout le monde sursauta. Ils regardèrent autour d'eux, se regardèrent les murs. Qui parlait? Vous êtes accusé des crimes suivants. Edward George Armstrong, d'avoir causé la mort, le 14 mars 1925, de Louisa Mary Cliss. Emily Caroline Brent, d'être responsable de la mort, le 5 novembre 1931, de Beatrice Taylor. William Henry Blore, d'avoir entraîné la mort de James Stephen Landor, le 10 octobre 1928. Vera Elizabeth Claythorne, d'avoir assassiné
Le 11 août 1935, Cyril Ogilvie Hamilton, Philippe Lombard, d'avoir entraîné la mort, en février 1932, de 21 hommes appartenant à une tribu d'Afrique orientale, John Gordon MacArthur, d'avoir délibérément envoyé à la mort, le 14 janvier 1917, l'amant de votre femme, Arthur Richmond, Anthony James Marston, d'avoir tué, le 14 novembre dernier, John et Lucy Combs, Thomas Rogers et Ethel Rogers, d'avoir provoqué la mort, le 6 mai 1929, de Jennifer Brady, Lawrence John Wargrave, d'avoir, le 10 juin 1930, perpétré le meurtre d'Edward Seton. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? La suite au prochain épisode.